Salut à tous! Le dossier géopolitique, 20%. C'est la part de l'électricité de New York qui est sur le point de provenir d'une seule ligne électrique commençant au Canada. 20% des lumières de Manhattan, des métros qui passent dessous, des hôpitaux, des centres de données, des salles de marché de Wall Street, maintenues en marche par de l'hydroélectricité produite au Québec, envoyée par un câble enfoui sous le fleuve Hudson, contrôlée par une société d'État canadienne avant même d'atteindre les États-Unis. Cette ligne s'appelle le Champlain Hudson Power Express. Elle fait 339 milles de long. Sa construction a coûté plus de 4 milliards de dollars et elle doit entrer en service cette année en transportant assez d'électricité pour alimenter environ 1 million de foyers de New York. Et voici ce que presque aucun électeur américain ne comprend. L'entreprise qui contrôle le débit de cette électricité, son calendrier, son prix, n'est pas un service public américain. C'est Hydro-Québec, une société entièrement détenue par le gouvernement de la province de Québec. Apparemment, le schéma électrique du America First a oublié de vérifier où le courant commence réellement. En mars de l'an dernier, Donald Trump a menacé d'imposer un droit de douane de 100% sur l'électricité canadienne. Il croyait que c'était un levier. Il croyait que le Canada avait davantage besoin des clients américains que l'Amérique n'avait besoin de l'électricité canadienne. Il avait compris exactement l'inverse. C'était le genre de négociation où le micro faisait plus de bruit que la carte géographique. Pour comprendre pourquoi Trump s'est trompé dans son calcul, il faut comprendre sur quoi le nord-est des États-Unis a réellement construit son avenir énergétique. Et la réponse, c'est l'eau canadienne. Pendant la majeure partie des 50 dernières années, les États du nord-est américain, New York, le Massachusetts, le Vermont, le Connecticut, ont fait un pari stratégique. Ils ont décidé de s'éloigner du charbon, du pétrole et du gaz pour se tourner vers l'énergie propre. C'était un bon pari sur les plans environnemental et économique, mais il comportait un problème structurel. Le Nord-Est n'a pas assez d'énergie renouvelable sur son propre territoire pour répondre à sa propre demande. Le soleil n'y brille pas assez. Le vent n'y souffle pas de façon assez constante. Et il n'y a pas assez de rivières dans ces États pour produire l'hydroélectricité dont ils ont besoin. Alors, où trouve-t-on d'immenses quantités d'électricité bon marché, propre, fiable, disponible à la demande, jour et nuit, été comme hiver? On va la chercher au Québec. Le Québec est l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité de la planète. La province est couverte de rivières, de réservoirs et de barrages. Hydro-Québec, le service public provincial, exploite un réseau si vaste qu'il produit plus d'électricité propre que des pays entiers. Et depuis des décennies, le Québec fait quelque chose de très simple et de très rentable. Il vend son surplus d'électricité vers le sud aux Américains qui en ont besoin. L'arrangement, comme l'a expliqué un économiste de l'énergie à HEC Montréal, était censé être gagnant pour tout le monde. Le Québec exporte de l'hydroélectricité relativement bon marché vers les États-Unis, les Américains paient pour l'obtenir et ils décarbonent leur réseau au passage. Tout le monde y gagne et les chiffres ont augmenté. Selon des données récentes, environ 75% de toutes les exportations d'électricité d'Hydro-Québec vont vers seulement 3 États américains, New York, le Massachusetts et le Vermont. Au cours d'une seule année récente, le Québec a exporté plus de 22 TWh d'électricité vers les États-Unis. C'est plus que n'importe quelle autre province canadienne envoyée vers le sud. C'est assez d'électricité pour alimenter des millions de foyers américains. Puis sont arrivés les deux grands contrats, ceux qui ont transformé un arrangement rentable en dépendance structurelle. Le premier est au Massachusetts, une ligne appelée New England Clean Energy Connect, conçue pour transporter l'hydroélectricité québécoise vers le réseau de la Nouvelle-Angleterre. Le deuxième est le grand dossier, le Champlain Hudson Power Express, un câble à haute tension de 339 milles, en grande partie enfoui sous le lac Champlain, sous le fleuve Hudson, jusqu'à un poste de conversion à Astoria, dans le Queens. Il a été conçu pour un seul objectif, pomper de l'hydroélectricité canadienne directement au cœur de New York. Et l'ampleur de ce contrat est vertigineuse. Il devrait générer plus de 20 milliards de dollars. Il fournira, selon le propre chef de la direction d'Hydro-Québec, un cinquième de toute l'électricité de la ville de New York. New York, capitale financière des États-Unis, avec une unité d'électricité sur 5,
qui circulent par une ligne contrôlée par le Canada. Pas exactement le genre de dépendance qui tient bien sur une pancarte de rassemblement politique. New York a poursuivi cette voie délibérément. La ville s'est fixé l'objectif de fonctionner avec 70% d'énergie renouvelable d'ici 2030, mais elle avait un problème identique à celui du reste du Nord-Est. Elle n'avait pas l'énergie renouvelable à proximité. Elle s'est donc tournée vers le nord, vers le Québec, et a construit un cordon ombilical de 550 km vers l'hydroélectricité canadienne. C'est ici que se trouve le point essentiel. Le Nord-Est n'est pas tombé par accident dans cette dépendance. Il l'a construite. Il a passé 15 ans et dépensé des milliards de dollars à bâtir l'infrastructure physique qui rend un cinquième de l'électricité de New York et une part significative de celle de la Nouvelle-Angleterre, dépendante de la volonté d'une société d'État canadienne de maintenir les électrons en circulation. Et puis Donald Trump a décidé de déclencher une guerre commerciale avec le pays qui tient l'autre bout du câble. Une stratégie si subtile qu'elle a confondu la rallonge électrique avec le propriétaire de la prise. En mars de l'an dernier, l'administration Trump a commencé à menacer d'imposer des droits de douane généralisés sur les produits canadiens. Et plus précisément, Trump a évoqué un droit de douane de 100% sur l'électricité canadienne. La logique, dans la mesure où quelqu'un pouvait la reconstituer, était que le Canada dépendait tellement de la vente d'électricité à l'Amérique que cette menace forcerait Ottawa à céder sur le dossier commercial plus large. Cela sonnait dur, ce qui, dans ce théâtre politique, était souvent traité comme un substitut à la vérité. C'était la même erreur de calcul qu'il ferait plus tard avec le fleuve Columbia. Trump a regardé une ressource transfrontalière et a supposé que parce que l'argent allait vers le Canada, le levier allait vers l'Amérique. Il a supposé que le Canada était le vendeur désespéré et que l'Amérique était l'acheteur indispensable. Mais l'électricité ne fonctionne pas ainsi, et la réponse du Québec l'a rendu brutalement claire. Les électrons, détail gênant, ne réagissent pas au slogan de campagne. Le premier ministre du Québec, François Legault, interrogé sur les menaces de Trump, n'a pas bronché. Il a présenté cela comme le début de la guerre commerciale. Puis le Québec a fait quelque chose qui aurait dû donner des frissons à chaque service public du Nord-Est. Le gouvernement provincial a annoncé qu'il envisageait de réduire ses exportations d'électricité vers les États-Unis. Pas d'augmenter les prix, pas de renégocier, de couper l'électricité. C'est le moment embarrassant où une menace tarifaire rencontre un interrupteur. Le chef de la direction d'Hydro-Québec, Michael Sabia, a été encore plus direct. Le Canada ne pouvait pas se laisser marcher dessus par Donald Trump, et le pays devait contre-attaquer de manière intelligente, mais ferme. Le président voulait briser la confiance du Canada, et le Canada ne pouvait pas laisser cela se produire. Maintenant, pensons à l'asymétrie. Si le Québec réduit ses exportations d'électricité, le Nord-Est fait face à une hausse des prix de l'électricité, à une pression accrue sur le réseau, lors d'une vague de froid ou de chaleur, à un véritable risque de pénurie. Si le Québec cesse de vendre sur le marché au comptant, la Nouvelle-Angleterre perd une partie de son approvisionnement du jour au lendemain. Et que perd le Québec? Une partie de ses revenus d'exportation, c'est tout. Des revenus qu'il peut remplacer en partie en vendant cette même électricité à sa propre demande intérieure en forte croissance, qui, selon Hydro-Québec, devrait doubler d'ici 2050. Le Québec a un endroit où mettre cette électricité. Le Nord-Est n'a nulle part où aller la chercher rapidement. Voilà toute l'équation. Le vendeur peut s'éloigner et absorber un coût. L'acheteur ne peut pas remplacer l'approvisionnement et se retrouve face à une crise. Le levier n'a jamais été à Washington. Il était à Québec depuis le début. Mais le rapport de force a une toute autre allure quand il se mesure en mégawatts plutôt qu'en applaudissements. On peut mesurer l'ampleur de l'erreur de calcul de Trump dans un seul détail. Quand la ligne Champlain-Hudson a été brièvement mise en pause pendant un différend, un analyste énergétique a souligné que les importations d'Hydro-Québec représentaient seulement environ 5% de toute la consommation d'électricité de la Nouvelle-Angleterre. Donc, une courte pause ne menacerait pas le réseau par temps doux. Mais ce point doit être lu attentivement. Temps doux, 5% en moyenne. Les moyennes ne sont pas le danger. Le danger, c'est la pointe. Le danger, c'est la nuit la plus froide de janvier, quand chaque chauffage électrique de la Nouvelle-Angleterre fonctionne en même temps, ou l'après-midi le plus chaud de juillet, quand chaque climatiseur de New York tourne à plein régime.
C'est là que les 20% marginaux, les 5% marginaux, les électrons canadiens au sommet de la courbe de demande deviennent la différence entre un réseau qui fonctionne et une panne de courant. Trump menaçait le fournisseur de l'électricité la plus chère, la plus critique, celle de la demande de pointe dans le Nord-Est. Et il le faisait en partant du principe que le fournisseur était celui qui ne pouvait pas se permettre de perdre l'entente. Ce n'est pas négocier en position de force, c'est crier après la boîte à fusibles. Voici la phrase qui résume toute l'affaire. Et elle fait exactement écho à ce que l'expert en droit de l'eau a dit au sujet du fleuve Columbia. Avec les ressources transfrontalières, il vaut mieux être celui qui détient la source que celui qui détient le contrat. Un contrat est un bout de papier, la source est la chose elle-même. Le Québec détient la source. New York détient un bout de papier qui dépend entièrement de la volonté du Québec de l'honorer. Et dès que cette volonté devient politique, ce papier vaut exactement ce que le Québec décide qu'il vaut. Aucune conférence de presse ne peut contourner cela à coup de signature. Cela s'inscrit dans une séquence plus vaste. Ce n'est pas un événement isolé. Cela fait partie d'un schéma. Une série de décisions américaines qui ressemblaient chacune à un différend commercial distinct, mais qui relevaient en réalité d'une seule et même erreur de calcul stratégique. La même erreur répétée encore et encore, avec une ressource canadienne différente à chaque fois. Le bois d'œuvre, les produits laitiers, la potasse, cet engrais que la ceinture agricole américaine ne peut pas remplacer. L'uranium, le combustible qui alimente les réacteurs nucléaires américains. Le fleuve Columbia, qui contrôle 40% de l'hydroélectricité américaine, et maintenant l'électricité du Québec, qui est sur le point d'alimenter un cinquième de New York. Chaque cas suit le même scénario. Trump regarde une ressource qui circule du Canada vers les États-Unis. Il voit l'argent monter vers le nord et suppose que le levier descend vers le sud. Il applique de la pression en s'attendant à ce que le Canada plie. Et chaque fois, il découvre trop tard que le pays assis sur la ressource, l'eau, le combustible, l'électricité, n'a jamais été la partie désespérée. C'est une habitude très coûteuse que de confondre une chaîne d'approvisionnement avec un décor de campagne. La géographie ne plie pas. La géographie ne cligne pas des yeux. On ne peut pas se sortir par des droits de douane du fait que l'électricité est produite de l'autre côté de la frontière. Et l'électricité peut être l'exemple le plus net de tous parce qu'elle est la plus physique. On ne peut pas la simuler, on ne peut pas la stocker comme on stocke du bois d'œuvre. On ne peut pas construire rapidement de nouveaux barrages, de nouveaux réservoirs, de nouvelles lignes de transport sur un calendrier politique. La ligne Champlain-Hudson elle-même a pris environ 15 ans, de sa conception à son achèvement. 15 ans. Même la promesse la plus audacieuse faite au podium ne peut pas comprimer une décennie et demie dans une formule choc. Si New York perdait cet approvisionnement canadien, elle ne pourrait pas le remplacer en un mandat présidentiel. Elle ne pourrait pas le remplacer en 2. Alors, que se passe-t-il maintenant? 3 scénarios. Premier scénario, probabilité de 20%. Washington désamorce discrètement la situation. La menace de droits de douane sur l'électricité s'efface. La rhétorique commerciale se calme et la relation énergétique transfrontalière redevient l'arrangement ennuyeux, mutuellement rentable, qu'elle aurait toujours dû être. Le Québec continue de vendre, le Nord-Est continue d'acheter et le rapport de force n'est jamais mis à l'épreuve parce que personne n'est assez imprudent pour forcer la question. C'est la voie rationnelle. Mais elle se situe à 20% parce que rien dans le comportement de Trump au cours de la dernière année ne laisse présager ce genre de retenue. La retenue n'a jamais été l'invité la plus bruyante dans cette pièce. Deuxième scénario, probabilité de 45%, le plus probable. La relation s'installe dans une tension froide. Trump maintient les menaces tarifaires dans son discours, mais ne va jamais jusqu'à appuyer réellement sur la gâchette de l'électricité parce que quelqu'un dans l'administration finit par lui expliquer ce que signifie vraiment 20% de l'électricité de New York. Le Québec, de son côté, continue de vendre sur le marché au comptant, mais commence discrètement à prioriser sa propre demande intérieure en croissance et à couvrir ses contrats à long terme. Les deux parties maintiennent un équilibre prudent et inconfortable. Tout continue de fonctionner tant qu'il n'y a pas de crise, mais la coopération qui était autrefois automatique devient maintenant conditionnelle et les deux côtés le savent. Le slogan reste bien chaud pendant que les opérateurs du réseau comptent discrètement les volts.
Troisième scénario, probabilité de 35%, la rupture. Trump escalade en avançant officiellement sur le droit de douane visant l'électricité ou sur une mesure punitive plus large. Le Québec répond exactement comme Legault et Sabia l'ont laissé entendre, en réduisant les exportations sur le marché au comptant et en traitant l'électricité comme l'arme qu'elle a toujours été discrètement. Les prix de l'électricité dans le Nord-Est montent. Au premier hiver dur ou au premier été brutal qui suit, les gestionnaires de réseau émettent des avertissements, et l'histoire politique devient celle que Washington a passé 1 an à prier pour que personne ne remarque. Les États-Unis se sont rendus dépendants de l'électricité canadienne, puis ont cherché la confrontation avec le fournisseur. Ce serait une façon remarquable de découvrir que gagner peut arriver avec une facture d'électricité plus élevée. Le Québec n'a pas besoin de faire durer ce conflit indéfiniment, il a seulement besoin de faire passer le message une fois, 3 chemins, un câble, 20% de l'électricité de New York, un contrat de plus de 20 milliards de dollars et un premier ministre canadien qui, tout comme le premier ministre avant lui dans le dossier de l'eau, ne négocie pas avec des droits de douane. Il négocie avec le réseau lui-même. C'est une négociation où le contre-argument peut prendre la forme d'un avertissement de panne. Trump a menacé d'imposer un droit de douane de 100% sur l'électricité canadienne parce qu'il croyait que le Canada était le vendeur désespéré. Ce qu'il a réellement fait, c'est rappeler au Québec et à Ottawa qu'ils détiennent la seule forme de levier qui ne peut pas être frappée par des droits de douane, ne peut pas être sanctionnée et ne peut pas être remplacée dans un délai qui compte vraiment. L'électricité est produite au Canada. Le câble est contrôlé au Canada. La décision de garder les lumières allumées à New York se prend de plus en plus au Québec. Chaque menace formulée par Washington au cours de la dernière année a été faite au-dessus d'un réseau que le Canada alimente. Chaque droit de douane, chaque insulte, chaque exigence a été négocié pendant qu'un cinquième de New York attendait silencieusement des électrons qui commencent leur voyage dans un réservoir canadien. Les discours durs voyagent vite, mais le courant, lui, vient toujours du Québec. Washington détient le contrat. Le Québec détient le courant et le courant suffit. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.